Donc ici, on aborde la question de ce qu'on peut appeler l'indépendance de l'Assemblée constitutionnelle. C'est une question d'une extrême importance, hein, entre autres parce qu'on a vu dans la courte histoire de l'utilisation du tirage au sort dans nos systèmes politiques, comment les pouvoirs élus, d'une manière ou d'une autre, peuvent tenter d'instrumentaliser ou de manipuler ou de mettre un peu l'Assemblée citoyenne sous leur aile. Hein. Et avec une conception complètement différente de la chose. Hein, dans ce sens que pour ces gens-là, hein, il ne s'agit que de citoyens qui délibèrent et c'est normal que ce soit les élus qui soient au-delà de la glace, au-delà de eux. Hein. Puis les élus ont le droit de leur mettre les conditions qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'on a vu en Colombie-Britannique avec une situation ridicule où tu as des politiciens qui mettent un seuil référendaire à 60%, hein, donc qui exige un 60% au référendum pour qu'on adopte la proposition de l'Assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin en Colombie-Britannique, hein, ce qui est absolument absurde. Et donc, il y a d'autres types d'absurdités comme ça qui vont se présenter, qui se présentent déjà. Hein, et il va falloir être, d'ici la mise en place d'une assemblée constitutionnelle, extrêmement vigilant sur les acteurs qui se prévalent un peu du droit ou de la possibilité de mettre en place une assemblée citoyenne et qu'on fasse attention pour que ces acteurs-là comprennent bien qu'il y a des choses qui ne se font pas. Hein. Et soyez absolument certains, hein, que dans certains milieux, hein, dans certaines perspectives, les élus vont tenter de mettre la main sur l'Assemblée constitutionnelle. Ils vont tenter de diluer puis de miner son indépendance. La perspective, cependant, avec laquelle on part ici, hein, c'est que, comme je l'ai expliqué, le mécanisme du tirage au sort est un mécanisme démocratique. Le mécanisme de l'élection ne l'est pas, hein, en tant que mécanisme. Oui, la base du suffrage plus ou moins universel reste un gain démocratique, mais le mécanisme lui-même n'est pas un mécanisme qu'on peut appeler démocratique. Et donc, hein, je place ce mécanisme-là au-delà du tirage au sort en termes d'importance dans nos institutions politiques. Et selon cette perspective-là, hein, il va de soi qu'un pouvoir inférieur, d'une certaine manière, ou moins propre, pour le dire sèchement, hein, ne doit pas pouvoir interférer, hein, avec les activités de l'Assemblée constitutionnelle dans ce cas-ci ou de toute autre assemblée citoyenne pour les autres cas qui peuvent se présenter. Et donc, il y a peut-être lieu de parler, hein, de la sacro-sainte indépendance de l'Assemblée constitutionnelle et des assemblées citoyennes. Dans la proposition d'articles constitutionnels que j'ai préparé pour mettre en place, hein, une assemblée constitutionnelle, j'évoque plusieurs points sur lesquels je vais essentiellement revenir ici. Hein. Le premier de ces points-là, c'est que l'Assemblée constitutionnelle va devoir, puis là on rentre un peu dans la poutine de l'indépendance de l'Assemblée, hein, l'Assemblée constitutionnelle va devoir mettre en place, initialement seule, peut-être éventuellement en collaboration avec une autre instance citoyenne dans l'État, ou peut-être même en reléguant ce pouvoir-là à une autre institution. Je pense notamment, si on mettait en place une assemblée citoyenne au niveau du législatif, cette instance-là pourrait peut-être avoir comme tâche de gérer ça. Mais pour l'instant, ça reste entre les mains de l'Assemblée constitutionnelle. Et donc, cette assemblée-là doit mettre en place, hein, une administration chargée de tirer les citoyens au sort pour constituer les administrations qui vont être à venir. Hein. Ça va absolument de soi qu'il faut une administration. Pour faire ça, hein, il y a peut-être une question que les gens se posent: pourquoi ne pas donner ce pouvoir-là au directeur général des élections? La réponse à ça, c'est que le directeur général des élections émane du pouvoir élu et donc on ne peut pas lui donner ce pouvoir-là. Hein, c'est pas un pouvoir de ce point de vue-là qui est totalement indépendant. Et si les élus se mettaient à mettre en place quelqu'un qui veut un peu manipuler le système, hein, là, il y aurait le loisir de le faire. Tandis qu'en ayant
une administration qui est sous la supervision même de l'Assemblée constitutionnelle, ce problème-là ne se pose pas. Encore une fois, je place cette institution-là au-dessus en termes d'importance de l'Assemblée nationale elle-même. Et donc, il faut mettre en place une administration pour procéder au tirage au sort. Cette administration-là, bien sûr, pourrait aussi servir pour d'autres instances citoyennes, ça va un peu de soi. Il y a une question qui se pose après avoir dit ça, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux de prendre, peut-être en ce qui concerne l'Assemblée constitutionnelle, je pense que la réponse c'est non. C'est mieux d'avoir deux régimes distincts. Mais est-ce que si on met en place un autre instance citoyenne au niveau du législatif québécois. Là, je vous renvoie à la section 7. Vous me pardonnerez de faire des sauts comme ça, mais c'est un peu inévitable dans l'organisation de la manière que je présente mes présentations. C'est un peu importe comment je les présente, je vais devoir faire ce type de choses-là. Mais dans cette partie-là, je suggère l'idée qu'on pourrait aussi avoir une deuxième chambre du Parlement. On aurait l'Assemblée constitutionnelle au-dessus, puis dans le Parlement, on aurait l'Assemblée nationale, puis une Assemblée citoyenne. Qui, là, aurait des pouvoirs législatifs. Si on mettait en place une assemblée comme celle-là, là, peut-être que le pouvoir de nommer le DGEQ devrait, en fait, je pense, appartenir à cette assemblée citoyenne-là pour s'assurer de l'indépendance, justement, du DGEQ. Les élus sont en conflit d'intérêts sur toutes les questions relatives à l'élection. Et donc, là, on a une instance indépendante où on peut s'assurer d'avoir un directeur général des élections qui ne va pas dans un sens ou dans l'autre ou qui ne se sent pas peut-être à un moment donné pressuré ou il ne serait pas même tenté de le faire. Et qui aurait donc une indépendance complète par rapport au pouvoir élu. C'est une possibilité que ce type d'assemblée-là va nous ouvrir. Dans le cas qui nous concerne, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je ne crois pas, avant de mettre en place une assemblée comme ça, qu'on devrait mettre le DGEQ sous la tutelle d'une assemblée constitutionnelle. Ça me semble pas logique, mais éventuellement, cette instance-là pourrait être rapatriée de l'autre côté. Si ça se ferait, là, à ce moment-là, on pourrait penser à fusionner les deux. Il y aurait quand même deux grandes sections à l'intérieur, mais on pourrait avoir une administration qui organise ces deux éléments-là. Encore que, on peut étudier la question, savoir si c'est à propos d'en avoir deux ou un, là, mais ce serait concevable d'en avoir seulement une. Un petit commentaire peut-être, là, dans la proposition d'article constitutionnel que je fais, à la fin, je mets ce qu'on appelle des dispositions transitoires. Donc, c'est un peu entre-temps, en attente d'avoir mis en place certaines structures dans l'État. Donc, quand on change la Constitution, parfois il faut mettre un plan de match pour changer. On peut appeler ça comme ça, si on veut traduire c'est quoi une disposition transitoire dans une constitution. Dans cette disposition-là, je dis que pour la première assemblée citoyenne, il faut néanmoins faire confiance au directeur général des élections. C'est quand même l'institution qui est la mieux placée pour gérer ça en attente d'un système qui est meilleur. Et donc, ce serait, je recommande qu'on donne ce pouvoir-là à cette instance-là. Peut-être d'étudier une autre possibilité, là, mais disons, c'est ce qui est recommandé là, selon certains développements qui peuvent se produire. Et puis, bien sûr, dans ce cas-là, il faudrait que le mécanisme de sélection aléatoire qui est sélectionné par le directeur général des élections soit absolument transparent, clair et communiqué au public. Et donc, il ne s'agit pas de piéger des gens au sort d'une manière qu'on ne sait pas trop comment. Il s'agit de faire une procédure et de faire une consultation auparavant et ensuite de communiquer la méthode choisie au public pour que l'autre administration, une fois mise en place, soit capable de savoir comment c'est fait puis améliorer essentiellement le système qui est en place. Il y a une autre petite question aussi. Là, je suis clairement dans la poutine, j'en suis conscient, là, mais on va arriver à des points un petit peu plus touchés sur la question de l'indépendance. Mais il faut quand même se dire que l'administration qui va procéder à cette sélection-là reste d'une importance éminente. Je suis conscient que je suis un peu dans le détail, là, mais que ça reste quand même un point auquel on ne peut pas passer vraiment à côté. L'autre petit commentaire que je voulais faire, c'est que dans le texte de l'article constitutionnel, l'article 1 que je suggère pour
la Constitution québécoise, j'utilise l'expression suivante qui est un registre citoyen. Donc, cette administration-là va devoir mettre en place un registre de tous les citoyens au Québec, sur la base de laquelle, là, on va procéder au tirage au sort. Le parallèle qu'il y a à ça dans notre système existant, c'est bien sûr la liste électorale, qui est gérée par le directeur général des élections. Et donc, j'utilise un autre terme qui est un registre citoyen qu'on pourra nommer comme on veut au fil du temps, là, tout simplement pour expliquer que ça va être nécessaire d'avoir une autre liste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication entre les deux puis qu'ils peuvent pas, ils vont s'entrecroiser évidemment, mais il s'agit d'être clair qu'il faut une liste spécifique pour ces institutions-là, l'Assemblée constitutionnelle en particulier, notamment au cas où il y a des gens qui ne voudraient pas être sur la liste électorale, mais qui veulent être là. Et encore une fois, en attente de mettre en place un registre citoyen comme celui-là, on devrait, pour la première fois qu'on va piger une assemblée citoyenne, on peut, je pense, raisonnablement se fonder sur la liste électorale pour le faire. Et c'est ce que j'inclus donc dans la disposition transitoire en question, dans ce petit texte-là. Tout ça pour dire que donc il faut mettre en place une administration, puis donner des outils, puis que c'est l'Assemblée constitutionnelle qui nomme les personnes à la tête de cette administration-là et qui supervise et qui aussi reçoit leur rapport par rapport à leurs activités et tout ça. Et cette administration-là doit bien sûr avoir une relation avec l'Assemblée constitutionnelle, lui communiquer certaines choses. Il y a peut-être des débats par rapport à comment est-ce qu'on procède au tirage au sort. Il y a certainement ce débat-là en fait. Et puis ce sera à elle d'évaluer les différentes possibilités, de procéder à une consultation peut-être en collaboration avec l'Assemblée constitutionnelle elle-même, et puis éventuellement d'en arriver à une proposition qui fasse sens et qu'on peut ensuite utiliser pour tirer les citoyens au sort. Le deuxième point, c'est que, enfin il y a plusieurs sous-points là, mais le deuxième élément, c'est que bien sûr, là on est encore sur le thème de l'indépendance de l'Assemblée. Vous me permettrez, je vais mettre j'ai ajouté une lumière. La lumière à l'extérieur va commencer à s'atténuer un peu. Et donc, le deuxième point d'importance, c'est de dire que, enfin, il y a deux sous-points ici, là. Peut-être commencer par ce qui est moins important. L'Assemblée constitutionnelle est bien sûr maître complètement de quand elle veut être en session, quand elle ne veut pas être en session. Donc, elle détermine essentiellement quand elle est active, quand elle ne l'est pas. On pourrait par ailleurs, je peux peut-être passer ce commentaire-là, mais j'allais dire dans un avenir lointain, là, on pourrait imaginer une Assemblée constitutionnelle qui se dise, bon, on a fait un travail puis on ne sent pas qu'il y a vraiment de choses à rajouter. La population lui dit, en fait, on est satisfait de ce qu'il y a comme institution. Et donc, on pourrait avoir une Assemblée constitutionnelle qui se mette... Là, on parle d'un avenir très lointain. Peut-être même que c'est inapproprié d'en parler ici, là, mais on pourrait imaginer une Assemblée constitutionnelle qui décide de se mettre un peu en hibernation, puis de n'être en session qu'un court moment dans l'année pour approcher la population et voir s'il y a des questions qu'elle voudrait avoir à l'ordre du jour de son Assemblée constitutionnelle. Et jusqu'à temps qu'il y ait des choses qui soient portées à son attention et qu'elle veuille se pencher dessus, cette Assemblée-là pourrait être un peu dans un mode qu'on pourrait appeler d'hibernation. À ce moment-là, il faudrait bien sûr là, vaquer à disons, à prévoir d'autres éléments, là, comme qu'est-ce que ces gens-là vont faire pendant ce temps-là. Ils devraient retourner à leurs tâches normales, dans leur vie normale, et puis à toutes les années, une période déterminée, seraient reconvoqués pour discuter. Ceci pour dire que, bon, oubliez un peu tout ça, là, pour l'instant, c'est pas important. Cette Assemblée-là va avoir du travail pendant un bon bout de temps, j'allais dire pendant longtemps, puis j'imagine même pas cette question-là avant 50 ans, en fait.
Puis même là, on peut facilement s'imaginer qu'à cette époque-là, dans 50 ans, il va y avoir des enjeux différents qui feront en sorte qu'il va toujours être approprié d'avoir une assemblée citoyenne en marche qui se penche sur certaines questions. Bien sûr, on est dans un futur lointain, donc ça reste un peu à voir pour eux. Ça pour dire qu'elle est absolument maître de déterminer quand elle est en session et non, ou pas. Elle est bien sûr aussi absolument indépendante dans la détermination de son ordre du jour, l'ordre du jour tant quotidien ou dans ses plénières, dans ses commissions, mais aussi de la grande fixation de ses priorités. Elle n'est pas sous influence où il n'y a personne qui peut la forcer à débattre d'un sujet. L'Assemblée nationale ne peut pas dire vous devez débattre, elle peut suggérer des choses si elle le veut. Elle aussi, elle fait partie de la société, du reste de la société, donc elle peut déterminer qu'elle peut soumettre une proposition à l'Assemblée constitutionnelle ou même peut-être lui suggérer d'ouvrir un débat sur une question. Il peut y avoir ce genre de communication-là entre les instances existantes, sauf que l'ordre du jour est bien sûr sous la maîtrise complète de l'Assemblée citoyenne. Ça semble peut-être un peu niaiseux de dire tout ça, là, mais si on regarde un peu ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, je veux dire, les élus ne se sont pas empêchés de dire c'est ça votre mandat, vous devez discuter de ça, puis tatati tatata. Ce qui est un peu, en guillemets, normal si on regarde la Colombie-Britannique, ou du moins compréhensible un peu. Là, on est dans un autre paradigme politique, complètement. Puis, donc, je sais que c'est peut-être un peu fastidieux, mais c'est important de mentionner ces choses-là. L'autre élément dans ce deuxième sous-point-ci qui relève un peu du même ordre, mais qui est peut-être d'une importance encore plus grande, c'est que l'Assemblée constitutionnelle doit être absolument maître de son budget à 100%. Ce que ça veut dire, c'est que cette Assemblée-là va déterminer de manière totalement indépendante son propre budget. Et que l'Assemblée nationale pourra, si elle le désire, faire des commentaires, mais elle n'aura aucun pouvoir, ou l'exécutif ou le gouvernement, pour dire oui ou non, vous avez de l'argent. Autrement dit, si cette Assemblée-là demande X, elle obtient X. Elle a le loisir de demander ce qu'elle veut. On fait confiance à la réserve des citoyens pour ne pas abuser de ce privilège-là qui leur est donné, puis de faire un rapport aussi sur leurs dépenses, puis de mettre en place des vérificateurs qui, disons, servent de pas exactement comment on dirait, de contrepoids, là, mais qui donnent une perspective un peu détachée de la chose à l'Assemblée, mais aussi à la population. Encore une fois, on ne peut pas, de toute évidence, laisser ce pouvoir-là à l'intérieur ce pouvoir-là à l'intérieur des mains des élus. Ce serait absolument inacceptable que les élus puissent déterminer, ben là, vous allez devoir vous contenter de telle affaire, puis de cette manière-là, miner le travail qui doit se faire à l'Assemblée constitutionnelle. Encore une fois, il faut faire appel à leur réserve, à leur bon sens, et du fait qu'une assemblée, j'imagine mal que ces citoyens-là perdent la boule puis se mettent à dépenser comme des fous, dans le sens qu'il va y avoir, je pense, du fait qu'il va y avoir un débat public notamment, mais que l'Assemblée est là, il y a plusieurs personnes, je pense qu'il va y avoir un poids nécessairement pour que cette gestion-là se fasse de manière très sérieuse. En passant, aussi, ça c'est extrêmement important de le mentionner aussi, l'Assemblée, pas l'Assemblée, mais l'administration qui est mise en place pour superviser le tirage au sort, on devrait, à mon avis, aussi lui donner comme fonction d'organiser les référendums sur les propositions qui émanent de l'Assemblée constitutionnelle. Et donc, elle doit avoir le budget pour le faire aussi. Et encore une fois, c'est l'Assemblée constitutionnelle qui va déterminer qu'est-ce qu'un budget approprié pour informer adéquatement la population sur ces propositions-là. Elle va devoir, là, bien sûr, faire un exercice de se mettre un peu, avoir un peu de recul. Il va falloir permettre qu'il y ait un camp du non qui s'oppose à sa propre proposition et un camp du oui qui défende sa propre proposition. Mais encore une fois, c'est absolument clair qu'on ne peut pas laisser ce pouvoir-là
entre les mains d'autres instances. On a vu en Ontario que les élus ne se sont pas gênés pour manipuler le référendum de manière à ce que les propositions de cette Assemblée-là ne soient pas communiquées adéquatement à la population. Puis donc, tu sais, ce serait triplement inacceptable là, d'avoir les mains des élus dans un processus comme celui-là. Ceci étant dit, les élus auront le droit, bien sûr, comme tout citoyen au Québec, comme tous les autres citoyens, à titre de citoyen, enfin, c'est sûr qu'ils ont un titre de député ou d'autres, là, mais à titre de citoyen avec une autre fonction, de s'exprimer. Dans le cadre de ce référendum-là, puis même auparavant, dans le cadre des propositions qui sont portées devant l'Assemblée constitutionnelle, pour leur dire, moi ou nous, ou notre parti, ou notre formation, ou notre coalition, on pense telle chose. Ils auront le droit de prendre position, bien sûr, mais à titre de participants et non pas à titre d'organisateurs de ces activités citoyennes-là. Donc, essentiellement, à mesure qu'on avance, là, vous voyez un peu vers où on s'en va. On s'en va vers une Assemblée constitutionnelle qui est complètement maître de ses activités. Il n'y a pas d'autre alternative à ça, en la mettant ne serait-ce que sous un de ces points-là, sous l'influence d'une autre instance, on ruine son indépendance et on permet à cette instance-là bon, j'allais utiliser un terme qui est peut-être pas très poli, là, mais de mettre ses pattes sales où elle veut les mettre. Puis donc, on ne peut pas permettre ça. Il faut, je pense, du côté des élus aussi être honnête. Il faut comprendre que si le pouvoir citoyen doit être indépendant, ils doivent se retirer puis ne pas participer à ce pouvoir-là, essentiellement. Oui, ils sont des citoyens, là, mais pas participer en tant qu'élus. Ensuite, bon, ce troisième point-là est aussi d'une extrême importance. C'est la question de la présidence de l'Assemblée, de l'administration de l'Assemblée, des conseillers de l'Assemblée et des experts qui sont un peu recrutés pour travailler peut-être de manière temporaire dans certains cas pour l'Assemblée. Et donc de toutes ces personnes-là qui risquent puis là, il y a un risque réel d'avoir une influence quand même significative sur le fonctionnement des choses. Il faut peut-être, avant même d'arriver à tous ces cas un peu différents-là, dire une chose, c'est que ces gens-là vont devoir faire très attention justement pour mettre l'indépendance de l'Assemblée avant leur propre ego, avant leur propre désir d'influence, avant leurs propres idées elles-mêmes et comprendre que l'indépendance de l'Assemblée prime sur toute autre considération. Bon, tu sais, c'est un peu... c'est un pep talk à ces gens-là, là, mais il va falloir qu'il y ait une éthique forte, puis que ce soit très clair que l'indépendance de l'Assemblée, pas juste pour les membres de l'Assemblée, mais s'il y a des gens qui, parmi leurs collègues, voient donc certaines choses se passer, il va falloir qu'on ramène ces gens-là rapidement à l'ordre, puis qu'on mette les points sur les i, puis que ça soit clair. Puis donc, il y a un esprit, là, peut-être pas nécessairement de manière avec une hache trop bien aiguisée, mais il ne faut pas qu'il y ait certaines choses qui ne doivent pas se faire. On peut aborder la question de la présidence, pour commencer, ou de la coprésidence. L'Assemblée, encore une fois, est totalement libre de décider si elle va avoir un président ou une présidente et des vice-présidents, ou si elle va avoir une coprésidence, ou si elle va avoir une coprésidence avec quelques personnes qui sont remplaçantes au cas où. Là, il y a une question importante qui se pose. Quel genre de personnes sélectionner pour présider une assemblée comme celle-là? Finalement, c'est bien sûr à l'Assemblée constitutionnelle de se poser la question, mais ce qui est absolument clair, c'est que la qualification première pour faire ça, c'est d'être une personne qui est capable de bien organiser un type de débat comme ça, et aussi capable de faire recul, et puis de ne pas de ne pas laisser transparaître même ses propres idées à l'intérieur de ce débat-là. C'est une fonction extrêmement importante, puis une fonction extrêmement noble, qui n'est pas facile à
qui est pas facile à occuper. Ben, c'est rare les êtres humains qui n'ont pas d'opinion. Puis il n'y en a pas, en fait. Puis ces gens-là doivent vont devoir, disons, faire preuve, là, tu sais, le président de l'Assemblée nationale, on sait qu'il émane du camp majoritaire, puis qu'il fait bien sa job en général, tu sais, mais on sait qu'il est membre d'un parti politique. Hein? Puis c'est à cause qu'il est membre d'un parti politique qu'il a eu la tâche. Tu sais. Dans ce cas-ci, là, on est dans une situation différente. Tu sais. Le pouvoir citoyen doit être préservé contre toute influence, hein, et la présidence doit s'assurer que la volonté qui émane de cet organe-là soit authentiquement la sienne, hein, celle de l'Assemblée. Et donc, on ne peut pas avoir une personne qui a des positions publiques trop tranchées sur des questions, hein, et qui serait portée devant l'Assemblée citoyenne, et parce que la place d'une personne comme ça, je me sens un peu niaiseux de le dire, je ne vous le cacherai pas, là, mais je suis un peu, en tout cas, on va en parler dans la section 5, là, mais disons qu'il y a des choses un peu, on peut regarder ça, on peut dire que c'est rigolo, mais c'est un peu triste aussi. Hein. Mais il est absolument clair que quand on parle de constitution, hein, on ne mettra pas un constitutionnaliste comme président de l'Assemblée. Parce que le constitutionnaliste, il y a un point de vue sur la Constitution, il y a des préconceptions. On mettra certainement pas une personne qui a énoncé des avis publics sur cette question-là ou qui a pondu n'importe quel type de texte sur cette question-là. C'est pas que ça s'il avait pondu une idée générale que ça empêcherait la personne d'avoir la position, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne mettra pas quelqu'un qui est un acteur potentiel sur la question dans une position comme celle-là. Et évidemment, hein, on ne mettra jamais un élu dans cette position-là, ou un ex-élu, bien sûr, là, dans ce cas-ci, dans une position comme celle-là. Et donc, il faut avoir une personne qui est un peu plus technicienne. Hein? Puis le but de la présidence, c'est clairement pas non plus de représenter l'Assemblée à l'extérieur. L'Assemblée va devoir déterminer comment elle veut faire face aux médias. Hein? Comment elle veut présenter ses conclusions aux médias, et c'est certains de ses membres qui, au nom de l'Assemblée, présentent les points de vue, puis comment elle veut organiser ça, ça va être une question assez importante pour l'organisation de l'Assemblée elle-même. Ça relève d'elle, là, mais je veux dire, ça va être une question quand même à traiter. Hein? Mais c'est absolument clair que là, la présidence, son but, c'est pas de représenter cette instance-là auprès du public, hein? C'est d'organiser les débats, et ça finit là. Hein? Et donc, il ne faut pas qu'il y ait l'apparence d'un conflit d'intérêts, et il ne faut pas qu'il y ait une personne qui, manifestement, puisse être en conflit d'intérêts. Ceci pour dire que, bon, ça reste une fonction très importante. L'Assemblée, bien sûr, a le loisir, quand elle le veut, hein, de constater qu'il y a un problème et de virer cette personne-là sans préavis et sans compensation si elle sent que cette personne-là a manifestement là, dépassé le cadre de ses fonctions, puis c'est elle qui décide. Hein. Elle va bien sûr se doter d'un règlement pour élire sa propre présidence, hein, mais c'est elle qui va être indépendante pour ça. Ensuite, l'administration, bien sûr, de cette assemblée-là elle-même, il y a des gens, il y a des fonctionnaires qui vont graviter autour pour organiser tout ça. Pas juste des questions de pensée puis de débat, là, mais surtout même des questions matérielles, hein, les questions des bureaux et tout ça. Donc, toute cette administration-là dépend directement de l'Assemblée constitutionnelle. Hein. Encore une fois, il n'y a aucune interférence qui naturellement vient se mettre là. Et il ne faut pas négliger, hein, l'importance d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places pour ça. Et encore une fois, hein, ces gens-là doivent, disons, aborder leurs fonctions avec un sérieux extrême. Là, ici, il y a une autre question qui fait partie de la même gang de questions, là. Qui est celle des conseillers, hein, et des experts qui ont un peu le même rôle, mais qui sont un peu ce que j'appellerais des conseillers ad hoc, donc des conseillers qui viennent sur une question particulière, peut-être avec un financement qui viendrait de l'Assemblée, hein, qui viennent exposer un point de vue et l'approfondir sous mandat de l'Assemblée elle-même. Hein. Donc, on parle des personnes essentiellement que l'Assemblée
engage pour parce qu'on sent que c'est nécessaire d'explorer certaines idées plus en profondeur. Hein. On parle aussi des conseillers directs des différents membres. Hein. Chaque membre de l'Assemblée risque d'avoir une personne qui fait office un peu d'organisateur de son bureau, hein, secrétaire organisateur, et il risque aussi d'avoir une autre personne au moins qui fasse office d'un conseiller personnel. Hein, ou peut, du moins, se doter d'un conseil personnel pour ça, ou pour le dire plus clairement, en fait, elle aura un budget pour ça, puis elle pourra distribuer ce budget-là ou l'organiser comme elle le veut. Hein. Bon, sur cette question-là, ce qu'il convient de dire, c'est que là, parce que ces personnes-là ont un peu comme la présidence peut l'avoir, mais ces personnes-là ont un rôle indirectement sur le débat avec l'information qu'ils vont fournir aux citoyens, hein, puis les choix qu'ils vont faire dans leur propre réflexion, hein, qu'il est important d'être très critique et puis de mettre en place ce qu'on pense qui est le meilleur, mais de le revoir aussi. Hein. Puis de permettre peut-être un évaluateur indépendant. On va voir que l'Assemblée va aussi avoir des évaluateurs qui se penchent, pas quotidiennement, mais presque, qui se penchent fréquemment, hein, de manière récurrente, sur cette question-là des experts puis des conseillers, puis qui fassent des propositions à l'Assemblée. Bon, à mon avis, hein, l'idéal, bon, disons pas l'idéal, là, mais disons un point de départ peut-être pour la réflexion, hein, c'est qu'on n'est pas obligé, les citoyens ne sont absolument pas obligés d'engager une personne en permanence qui va être là un peu à leur côté. Hein. Ils peuvent décider de garder un budget comme ça, puis de l'octroyer à des personnes qui viennent présenter des idées dans le cours des consultations pour leur dire, cette idée-là, on aimerait que vous la développiez davantage. Puis ce mécanisme-là, hein, de conseiller à contrat, essentiellement, aurait le grand avantage de faire en sorte que, ou va avoir le grand avantage dans la mesure où on va devoir, à mon avis, utiliser un mécanisme comme celui-là, peut-être en conjonction avec quelque chose d'autre, mais ça va être nécessaire de l'utiliser, hein, va avoir l'avantage de limiter le mandat de ces personnes-là, hein, et de bien leur faire comprendre qu'ils sont là pour une question, hein, et que ils peuvent bien sûr exprimer plus tard un avis de manière en tant que citoyen devant l'Assemblée, hein, mais qui sont là pour une question et qu'ils ne s'installent pas de manière trop confortable dans ce rôle-là. Hein. Les citoyens sont néanmoins en droit, hein, de recruter une personne, peut-être même quelques-unes, chacun des membres de l'Assemblée, pour lui servir de conseiller, hein, si elle sent qu'il y a quelqu'un avec qui ça passe bien, puis que cette personne a des compétences particulières qui peuvent faire une bonne job pour ça, ils seront en droit de le faire, mais pour insister sur l'indépendance, hein, pour préserver l'indépendance de l'Assemblée, il serait sage, à mon avis, de très bien développer l'utilisation des contrats, plus que des conseillers directs qui constamment sont là. La raison pour laquelle c'est un peu compliqué ici, hein, c'est que là, on a un système chez les élus qui est existant, puis qui nous sert un peu, pour moi, du moins de référence, entre guillemets, pas de bonne référence, mais qui me sert de point de référence, hein, et qui ne pourra pas être calqué simplement comme il existe là-bas. Hein. Et puis là, ce qui existe chez les élus, c'est qu'évidemment, un élu fait partie d'une formation politique, défend un agenda et puis a besoin de gens qui sont avec lui pour mener la game politique, puis qui pensent peut-être plus que lui. Pas parce que les députés sont tous incapables de penser, mais parce que c'est un peu la fonction de ces gens-là de prédigérer les choses puis de les présenter à leur patron, qui est à ce moment-là le député. Hein. Il arrive, à mon avis, que ces gens-là ont plus de compétences, comme je l'ai mentionné, que les personnes élues. Il arrive très souvent, et j'aurais tendance à dire que c'est probablement la situation régulière. Hein. D'où le problème qu'on a dans notre système politique. Mais, hein, ce que je veux dire ici, c'est que là, on n'est pas dans une game partisane où il y a besoin d'avoir du monde de son bord. On est dans un débat, hein, où on doit constamment
chercher d'une certaine manière à trouver l'autre versant des arguments qui nous sont présentés pour perfectionner la proposition finale qui va sortir de l'Assemblée sur les différentes thématiques qui lui sont proposées. Autrement dit, en gardant un budget comme ça, puis en le donnant à des gens, vous avez le loisir en tant que citoyen, en tant que membre de cette Assemblée-là, de dire, dans le fond, on ne sait pas. Fait que lui semble nous dire quelque chose d'intéressant, celui-là, on ne sait pas trop, l'autre semble nous dire quelque chose de pas mal intéressant aussi. On les paye les trois, allez fouiner, écrire plus, revenez-nous, puis là, on va jaser plus en profondeur sur la base de vos travaux. Vous avez le loisir de nourrir, j'allais dire fomenter, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais de faire fermenter ce débat-là en octroyant des tâches spécifiques comme ça, des contrats essentiellement à ces personnes-là. Il faut bien comprendre qu'on est dans un autre monde que le monde partisan. Puis c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à dire, mais c'est à vous de voir, dans quelle mesure un conseiller est permanent et très pertinent. Ou peut-être mieux, il faut avoir quelqu'un qui organise son bureau, qui vous présente certaines choses, mais je ne sais pas. En toute franchise, je ne sais pas. Il pourrait être aussi pas inintéressant que certains membres de l'Assemblée qui sentent des affinités mettent un budget en commun pour engager quelques personnes. Des choses comme ça. Puis donc, il y a un ensemble de mécanismes qu'on peut peut-être séparer en gros entre les personnes à contrat ad hoc et les personnes qui auraient une fonction plus permanente, qui vont devoir être étudiées, conciliées, puis pas étudiées puis considérées, mais aussi expérimentées. Et sur la base de cette expérience-là, il va être important d'en profiter, puis même de faire certaines expériences. Et de communiquer un peu le résultat de ces réflexions-là aux citoyens qui vont prendre votre place dans l'Assemblée constitutionnelle, qui vont remplacer la première batch, puis la deuxième, puis la énième, et qui vont certainement vouloir profiter un peu des conceptions que vous aviez pu avoir par rapport à ça. Je crois que dans ce cas-ci, il y a lieu d'avoir aussi une indépendance de chaque membre dans la gestion de ces fonds-là, et qu'il ne serait pas du tout inapproprié d'avoir différents types en même temps. Autrement dit, c'est pas besoin que tout le monde ait juste les contrats, que tout le monde ait juste un ou deux conseillers attitrés à 100% du temps. Il est tout à fait possible que certains décident de choisir une avenue, puis d'autres décident de choisir l'autre, d'autres explorent une autre troisième voie, puis qu'il y ait des intermédiaires entre tout ça. Et ça me semblerait probablement, finalement, comme un peu la meilleure, peut-être une des meilleures solutions pour s'assurer qu'un peu de tout est là. Ceci pour dire que il y a quand même, bon là c'est un point, je ne vous cacherai pas, c'est un peu personnel, mais il me semble important de nécessairement garder constamment à l'esprit qu'on veuille une amplitude d'opinion. Et donc, j'aurais tendance à vous dire, dans les opinions qui viennent, ou les personnes qui viennent devant vous, puis parmi les personnes chez qui vous sentez qu'il est nécessaire là, d'approfondir leur réflexion, donc on parle des conseillers puis des experts, à mon avis, il serait extrêmement important là, qu'on garde à l'esprit que c'est important d'aller chercher tout bord, tout côté. Et éventuellement peut-être avoir comme deux moments. Un moment où du moins on va plus amplement, puis ensuite où on se décide, puis là on choisit une voie d'une certaine manière, mais qu'on demande à ces gens-là aussi de faire un peu le même exercice. Autrement dit, si on parle d'une question X, puis qu'il y a quelqu'un qui vous vient et qui dit « Je pense que c'est cette option-là qui serait la meilleure pour ça », on peut lui dire « D'accord, on voit que vous ayez les compétences pour approfondir ça. On va, c'est pas lui qui offre ses services, mais c'est vous qui déterminez si vous voulez engager une personne comme ça ou lui donner un contrat. Et supposons que vous lui dites, on aimerait ça vous donner ce mandat-là. Dans le mandat, il peut y avoir aussi
explorez les autres avenues à côté de la vôtre, puis faites-nous des commentaires sur les autres, puis déterminez-nous les points forts de ces autres avenues-là. Hein? C'est un exercice qui va requérir que la personne se prenne un peu de recul par rapport à sa propre position, mais qui, en soi, va enrichir nécessairement la présentation qu'elle va pouvoir vous faire, puis enrichir nécessairement votre compréhension de la chose si c'est présenté comme ça. Donc, tu sais, il y a un ensemble de... C'est pas juste parmi qui qu'on choisit, puis comment qu'on les choisit, c'est aussi qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur demande, tu sais. Mais gardez à l'esprit cette amplitude-là dans toute société est la source, finalement, de notre intelligence puis de notre richesse collective. Bon, c'est un commentaire personnel, je pense pas qu'il est excessif dans un sens ou dans l'autre, mais je pense que c'est important de mentionner ça. Et peut-être aussi, par rapport à ça, puis là, il faudra peut-être insister un peu plus, dans la section 6, en fait, du moins dans l'ébauche que j'ai fait de la section 6, la version bêta, là, je parle un peu de ça, mais il va être absolument nécessaire là, d'aussi pouvoir sortir de certains cadres, notamment du cadre universitaire académique, et aller chercher des gens ailleurs. Hein, puis même aussi hors de la société civile, des gens autrement dit indépendants qui réfléchissent à différentes questions et de ne pas se confiner à un milieu comme ça. Il est clair que les académiques ont leur place, mais il est aussi clair que cette place-là doit être limitée et que pour complémenter les vues de ces gens-là, il va falloir faire recours à un ensemble de personnes différentes. Hein. Là, je ne vous cache pas, je presse pour ma paroisse parce que je ne m'inscris pas dans ces milieux-là. Et je suis conscient du fait que quand on s'y inscrit, on est dans un contexte, dans des contraintes, puis dans une situation qui fait en sorte qu'on rétrécit un peu l'amplitude justement des opinions qui sont là. Hein. Autrement dit, quand on est dans le monde académique, on reste d'une certaine manière un peu plus mainstream. Et pour sortir de ça, il va être nécessaire non seulement de profiter des atouts puis des compétences qui existent dans la société civile, mais aussi de sortir de la société civile elle-même et d'aller chercher des individus qui vous amènent quelque chose de nouveau puis d'intéressant, puis que vous sentez que ces gens-là puissent approfondir les questions qui se posent à elles. Parce qu'une société, c'est pas juste des organisations, puis on est très corporatiste au Québec, là, c'est-à-dire qu'il y a des organisations fortes, puis ils ont de l'argent pour payer du monde. Puis donc, il ne faut pas se faire trop pogner dans cette game-là, puis il ne faut pas trop se faire pogner dans la game des statuts, puis des titres de professeurs, puis de chercheurs. Dans une certaine mesure, il faut en tenir compte, mais il faut faire fi un peu de tout ça, puis y aller aussi sur la base de la compétence en tant que telle et de la raison et des arguments qui vous sont présentés, puis pas de qui ils sont ou de quel milieu ils émergent, puis même pas, dans une certaine mesure, de leurs antécédents. En sens que c'est pas parce que quelqu'un a réfléchi à une question dans le cours de sa carrière ou qu'elle peut mettre quelque chose à son CV sur la question qui est plus formelle, que ça conforte certains esprits, mais il faut faire attention à ça. Il va falloir donc être très vigilant à, j'aurais tendance à dire, sortir le plus possible de ces milieux-là, tout en constatant puis en étant clair sur le fait que ces gens-là ont bien sûr le droit de participer aussi, mais faire un effort particulier pour en sortir. Parce que, personnellement, je pense que c'est là que les meilleures idées vont se trouver. Que les bonnes idées, les idées plus claires vont se trouver dans des esprits qui sont indépendants et qui sont un peu à l'écart de ces milieux-là. Pour ne pas dire, je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a pas de ressources qui viennent de ces milieux-là non plus, mais une question d'équilibre, là, mais l'effort à faire, c'est peut-être plus dans ce sens-là que retomber sur le statut puis les organisations qui existent présentement dans la société québécoise. Bon, il y a une autre question, après avoir traité celle-là. Je pense que, personnellement, la question des conseillers et des experts me semble être la question la plus critique, la plus importante sur laquelle l'Assemblée doit se pencher.
et certainement pas arrêter de se pencher sur cette question-là, puis au fil du temps, revenir sur comment elle gère cet élément-là à l'intérieur de sa propre structure. Pour la raison très simple que c'est potentiellement ces gens-là qui peuvent avoir la plus grande influence. Faut être très clair, là, et donc, il faut avoir une vigile extrême sur ces personnes-là. Il sera par ailleurs loisible pour l'Assemblée de créer des genres de commissions d'experts, des genres de groupes comme ça, avec toujours un droit de dissension. S'il y a, supposons, 4-5 personnes que vous mettez dans un comité puis vous leur dites, étudiez-nous telle chose, ce serait important d'avoir les différents avis qu'il y a à l'intérieur de cette commission-là, puis de pas juste avoir le consensus qui peut émerger sur certains points, ou une position majoritaire. C'est important d'avoir la position minoritaire. Mais vous pouvez, l'Assemblée constitutionnelle aura bien sûr la possibilité de mettre en place des instances comme celle-là. Encore une fois, il faut faire bien attention à qui on met là et à la diversité des perspectives qu'on va mettre là. Et ce ne serait pas mauvais d'avoir au moins une ou deux personnes qui, peut-être plus, qui font dissonance avec les autres puis qui vous donnent une autre perspective sur sur une question qui est posée là. Ceci pour dire que cette question-là, comme je le dis, de ma perspective, là, qui est évidemment un peu limitée, en ce sens que les assemblées comme ça permanentes n'existent pas encore, ça me semble nécessairement une des questions qui va être très critique dans l'organisation. Puis donc, il va falloir garder une attention particulière à ça. Je vous renverrai ma partie 6 en conclusion peut-être, où je vais me permettre une critique. Du moins, j'hésite un peu à savoir si je vais la maintenir telle qu'elle est, là, mais où je regarde un peu là, le monde académique, puis ce qu'il y a à côté, puis l'histoire aussi, de penseurs qui n'étaient pas dans ce monde-là. Puis je vous inviterai peut-être à méditer un peu l'idée générale de cette présentation-là, qui est essentiellement que il faut faire attention. Il faut faire attention au statut. Puis quand je parle de statut, je parle chercheur, professeur, chargé de cours, etc. Et il faut être capable d'en venir apprécier les idées des personnes, et ne pas retomber dans un réflexe un peu humain, mais de se rabattre sur cette personne-là, elle est importante, reconnue, ou elle a un statut qui nous dit qu'elle sait de quoi elle parle, ou que ses opinions sont les plus éclairées. D'expérience, là, je peux vous dire que dans la société existante, du moins, il faut être un peu vigilant. Puis j'aurais tendance à dire que quelque chose que je mentionne de mémoire dans ces présentations-là, je vais être baveux un peu, là, mais il y a peut-être 15% des profs à l'université qui valent vraiment quelque chose. Puis les autres, c'est des bons transmetteurs d'informations, puis ils font un peu de recherche, puis tout ça. Mais en termes là, de qualité, il y a peut-être une quinzaine de pourcents qui sont à identifier, finalement, pour les citoyens, puis de piger ces gens-là. Là, je parle de ce qui existe présentement. Peut-être dans une société plus démocratique, on va avoir des universités qui fonctionnent mieux. L'Assemblée constitutionnelle pourrait se pencher, je dis ça en riant, mais c'est complètement vrai, en fait, pourrait se pencher sur l'administration des universités et devrait le faire à un moment donné. Peut-être pas la priorité immédiate, mais éventuellement devrait le faire. Et s'assurer qu'il y ait peut-être un petit peu d'avancement aussi dans ces sphères-là, et qu'on ait essentiellement les meilleures personnes qu'on puisse avoir qui sont là. Puis donc, il faut être un peu vigilant par rapport à ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous parler de la société telle qu'elle existe présentement, mais à plus long terme, ça peut changer, puis c'est un peu le but que ça change. T'sais. Puis donc, c'est important de comprendre aussi ce qui existe présentement. Puis, peut-être garder cette grande idée-là à l'esprit, que les avis, dans la recherche de la meilleure option, ce ne sera pas tout le monde dans la société qui va l'avoir.
sur les points de consensus, mettons, si on prend le mode de scrutin, il y a une entente générale au Québec qu'une proportionnelle serait meilleure. Mais ça, c'est juste un point de départ. Et j'aurais tendance à dire que sur cette question-là, que les meilleurs avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont. Puis c'est ça le défi d'une assemblée constitutionnelle, c'est de trouver à l'intérieur de cette masse d'informations-là, là où se trouvent ces perles précieuses qui nous permettraient au Québec, si on les exploite, entre guillemets, d'avoir un collier constitutionnel absolument brillant. D'avoir donc une structure puis des normes dans la Constitution qui sont les meilleures. Puis on peut se donner le défi de le dire le meilleur au monde. Parce que si on met en place une institution comme celle-là, on va être déjà à l'avance des autres pays, puis ce qu'on devra produire comme constitution, ce ne sera pas une imitation de ce qui se fait ailleurs, mais c'est faire mieux qu'eux qui ont fait. Excusez-moi pour l'expression un peu mal dite elle-même, mais c'est d'aller plus loin. Si on se dote d'une institution qui est plus d'avant-garde en tant que telle, on doit s'attendre à ce que notre Constitution, puis les autres pays qui vont se doter d'une assemblée comme ça, il faut quand même leur donner une chance, vont avoir des normes constitutionnelles qui sont beaucoup plus avancées. Et puis donc, l'idée, c'est d'aller vers la recherche de l'excellence. Et ne pas retomber sur l'avis de la majorité nécessairement. Oui, pour certaines choses, mais non pour d'autres choses. Pour la détermination de la proposition finale, si on peut dire, il faut trouver la meilleure solution possible. Et pas juste pour nous. J'ose le dire, c'est que on n'existe pas isolé des autres pays puis des autres nations, puis l'humanité c'est un ensemble qui est interrelié. Si nous, on trouve quelque chose qui fonctionne bien, si on se dote un mode de scrutin là, qui pète le feu puis qui montre aux Européens qu'on peut faire mieux que ce qu'ils ont fait, intéressant pour eux autres. C'est intéressant pour eux autres aussi, puis c'est intéressant pour les autres pays, surtout qui sont dans un processus de réforme. Là, ces gens-là vont pouvoir dire, regardez, là, eux, ils ont fait quelque chose qui dépasse même le standard des proportionnelles européennes. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Mais, on est en train de créer quelque chose là, qui a une valeur immense pour l'humanité. En ce sens que peut-être que dans 100 ans, ça va être ça le standard, parce qu'on va s'être aperçu que c'est tellement mieux que ce qui existe. Ou du moins que ça va être une grande branche parmi les modes de scrutin dans le monde. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, d'une certaine manière. Là. Il ne s'agit pas de trouver nécessairement ce qui plaît à tout le monde immédiatement. Il s'agit, encore une fois, d'avoir cette idée-là de trouver la proposition qui est la meilleure. Bon. Puis, là, justement, on peut voir, quand je parlais comment cette assemblée-là est basée sur la raison puis la logique, ça c'est un raisonnement basé sur la logique. Puis ça n'a rien à voir avec concilier un ensemble d'intérêts dans une assemblée nationale puis d'essayer de plaire à ses électeurs puis les gens qui financent ces partis politiques. Ça n'a rien à voir avec cette logique de compromis puis de tiraillage puis de mettre ça ensemble puis d'en arriver avec un package deal qui est un peu acceptable pour tout le monde. On n'est pas dans une logique comme ça, on est dans une logique, trouvons ce qui est le meilleur, mettons-le en place puis avançons. On est plus dans une logique un peu, là, excusez-moi de le dire, mais de gagnant, de personnes qui ont de la vision par rapport à une logique disons, je sais pas comment l'appeler, là, puis embarquez-moi pas là-dessus, parce que ça va peut-être mal virer dans mon verbe. Des fois, je me permets de dériver un peu de la bonne éducation, puis d'utiliser des termes qui sont forts, puis qui sortent de la politesse, mais disons que, mettons ça de côté, là, puis avançons, puis faisons quelque chose d'autre. L'autre question à laquelle je veux venir, comme vous pouvez voir, je bug pas mal sur la question des experts et des conseillers, puis bon, peut-être même que, je sais pas, si j'ai plus tard d'autres réflexions, vous allez peut-être devoir en dire une de mes parenthèses plus tard, là, mais extrêmement important cette question-là. Puis la philosophie, la perspective même avec laquelle on aborde
ces genres de questions-là est extrêmement importante. Tu sais, ce qui est déterminé dans l'État, la Constitution, mais aussi le reste de l'État, ça influence tout le monde. Puis donc, c'est le meilleur devrait être là. T'sais. On en est venu à se contenter finalement de je sais pas quoi, là, mais de quelque chose qui est certainement pas à l'avant-garde. Hein. Et c'est l'État devrait être le fer de lance d'une société, il doit être dans les premiers rangs. T'sais. Puis c'est pas le cas présentement. Hein? Fait qu'il va falloir qu'on change notre perspective complètement par rapport à ça, puis qu'on assume le défi, puis ce défi-là est fun quand même. C'est pas mal plus fun de dire ça que se dire on va essayer de mettre les points de vue ensemble puis trouver quelque chose qui froisse pas nécessairement trop de personnes. T'sais. Non, on va trouver la meilleure solution, puis on va la mettre en place, puis comme ça, on va tous avancer. T'sais. Puis oui, on va un petit peu s'entrechoquer entre-temps, mais écoutez, je pense que quand les citoyens vont avoir fini leur mandat à l'Assemblée constitutionnelle puis qu'ils vont voir ces grands changements-là en place, qu'ils vont être fiers. Ils vont être fiers d'avoir pu mettre ça en place. Ceci pour dire que, bon, peut-être encore m'embarquer dans une parenthèse, là, mais il y a d'autres questions sur lesquelles il y a la question de l'indépendance se pose aussi. Hein. Une de ces questions-là, c'est que l'Assemblée constitutionnelle va devoir se doter d'un code d'éthique et de déontologie, ou on peut appeler ça comme on veut, peut-être juste code d'éthique pour tenir ça simple, et de mettre en place des normes de comportement de ces gens-là face à différents acteurs dans la société, entre autres sur la question des personnes qui voudraient les approcher à titre individuel ou en tant que représentant d'une organisation, donc le lobbyisme, qu'est-ce qu'on met comme barrière par rapport à ça. Hein? Je ne vous conseille pas d'ouvrir la porte à ces gens-là, mais il va falloir mentionner ça. Puis si quelqu'un déborde de ça, qu'il y ait un mécanisme pour qu'on puisse souligner la chose, prendre cette personne-là, puis la montrer du doigt et lui dire de ne pas recommencer au minimum, sinon la sanctionner. Et ces sanctions-là peuvent aller jusqu'à mettre une personne en dehors de l'Assemblée si elle dépasse vraiment une norme comme celle-là, de manière, disons, sérieuse. Dans ce cadre-là, après avoir mis en place un code d'éthique, il va falloir aussi créer une administration pour gérer ce code d'éthique-là, puis peut-être un genre de tribunal dans cette administration-là pour juger des cas comme ça. Hein. Il va falloir nommer des personnes à la tête de ces administrations-là, de ce tribunal-là, et peut-être même, il va falloir déterminer quel genre de sanctions peuvent être appliquées, puis peut-être prédéterminer des sanctions ou donner le pouvoir à ces gens-là, la latitude à ces gens-là d'appliquer la sanction qu'ils croient qui est la plus appropriée. Et ça, bon, ça existe déjà un peu. L'Assemblée nationale a déjà un code d'éthique. Il y a un commissaire à ça ou une personne indépendante qui est nommée pour ça. Donc, il y a déjà un peu un modèle, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on a affaire à des situations qui sont une situation qui est différente. Ce n'est pas des élus, ils ne sont pas de membres de partis politiques. On ne s'attend pas d'eux à ce qu'ils aillent chercher les avis de différentes personnes qui ont de l'argent dans la société et qui veulent faire du lobbying. On s'attend à ce qu'ils ne le fassent pas. Et donc, il y a un ensemble là, de normes différentes qui vont devoir être mises en place. Bien sûr, il faut à la fois être sévère, mais aussi disons, flexible dans une certaine mesure, en ce sens qu'il faut faire des normes et des règles qui dérivent du bon sens, et s'assurer donc que chacun des membres est bien conscient de ces règles-là et qu'ils ne soient pas, qu'ils comprennent qu'est-ce qui constituera un dépassement de ces règles-là et qu'est-ce qui est acceptable. Il est important de mentionner, ceci étant dit, que les membres de l'Assemblée, il y a certaines de ces règles-là qui vont s'appliquer aux membres de l'Assemblée elle-même,
mais il y a des règles qui vont s'appliquer aux membres du moment où ils sont sélectionnés. Hein? Comme on a dit, une présélection 2 ans auparavant, donc il y a une période de temps là, où on sait qu'ils vont être membres, et donc il faut aussi immuniser ces gens-là contre un certain type d'influence. Hein? Et enfin, hein, il y a aussi à réfléchir là, la question de les membres après l'exercice de leur mandat. Autrement dit, il y a des gens qui vont peut-être vouloir vous corrompre. Hein, et il va falloir que ça soit clair que si une personne obtient une grosse job après, puis qu'elle semble avoir porté une opinion dans l'Assemblée qui dérivait de quelqu'un d'autre pendant qu'elle était là, que ça pose problème. On peut penser que ça ne se produira pas ou peu. Hein? On peut espérer que les citoyens fassent preuve d'un grand sérieux puis qu'il y ait personne qui soit tenté de faire ça. Et je ne vois pas, pour les acteurs qui seraient concernés, un super intérêt à le faire. Une organisation, peu importe laquelle, économique ou non, qui se ferait prendre à faire ça serait foudroyée par l'opinion populaire. Là, hein? Et la personne aussi écoperait d'une pénalité très sévère. Mais on doit prévoir ce genre de situation-là, et en énonçant la chose, en mettant en place des règles, hein, on va s'assurer que s'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une réaction claire, sévère et sec, nette et frette, hein, qui fasse en sorte que ce type de comportement-là ne soit pas accepté. Il y a néanmoins, à travers ça, je me permets de le mentionner ici, là, c'est un peu comme une réflexion, mais il y a un ensemble de réflexions là, sur quel va être le rôle dans la société de ces gens-là après leur mandat. Oui, ils pourraient peut-être participer à l'école qu'ils forment, par exemple, mais c'est clair qu'ils vont avoir acquis une certaine expérience de la chose publique, entre autres. Hein? Ils vont peut-être développer un peu plus de contact dans la société. Qu'est-ce qui est acceptable après et qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein? L'idéal, c'est d'avoir les citoyens qui sortent de leur vie courante pendant ces années-là, puis qui, en sortant, retournent à leurs activités. Mais la question va peut-être se poser, certains citoyens vont peut-être prendre goût à la vie publique et pourraient éventuellement aimer ça, se lancer dans un rôle politique. Et là, il va falloir avoir des normes pour ces gens-là. Peut-être leur dire, par exemple, pour les 4 premières années après votre mandat, c'est un exemple, mais pour les 4 premières années après votre mandat, vous n'avez pas le droit de vous lancer dans un mandat politique. Hein, vous n'avez pas le droit d'être candidat pour une formation politique, d'être candidat à la mairie, d'être XXX. Hein, parce que ça compromettrait l'indépendance de l'Assemblée après un temps de retour à la vie normale, entre guillemets. Hein, là, peut-être qu'on pourrait permettre ça. Hein. Je pense pas que ce serait par ailleurs inintéressant. Hein, ce serait un peu le fun de voir des citoyens qui ont tellement aimé l'expérience qu'ils veulent en faire un peu qui veulent en faire plus. Hein. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'empêcher, mais de mettre en place des standards pour que si ça se fait, que ça soit de manière acceptable et que ces citoyens-là comprennent bien aussi que si on l'air des imbéciles en le faisant, excusez-moi d'être franc en parlant, là, mais s'ils font des conneries, que ça va miner la crédibilité de toute l'Assemblée elle-même. Qu'il y a des gens qui vont sauter là-dessus pour dire, voici ce qu'ils font. Fait que donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde que ces règles-là soient absolument claires et qu'il y ait aussi un certain devoir de réserve pour ces gens-là après l'exercice de leur fonction, par respect pour l'institution de laquelle ils ont fait partie, et qu'ils comprennent que oui, ils peuvent avoir un intérêt pour ça, mais qu'il faut disons, modérer d'une certaine manière là, le type d'action qui va être acceptable ou non après. Et là, il y a d'autres, à part l'implication politique, il y a bien d'autres questions qui vont se poser. Hein. Et des questions importantes sur l'après-mandat. Et là, il va falloir s'inspirer un peu de ce qui... On peut pas dire ça, là, s'inspirer de ce qui existe, parce que c'est tellement pitoyable ce qui existe. Là. Mais dans le sens que, regardez, les députés, ils sortent de leur carrière de député, puis ils se lancent dans du lobbying. T'sais. Donc, évidemment que ce genre de choses-là, ici, là, devrait être complètement écarté de la sphère des possibles.
Mais, donc, on peut peut-être regarder ce monde-là comme contre-exemple, hein, entre autres, là. Parce que c'est baveux de le dire comme ça, mais c'est vrai, c'est ça qui est triste, tu sais. Regarder certaines des pratiques dans ce monde-là un peu, puis se dire, faut pas qu'on en arrive à ça, puis il faut qu'on se mette à un niveau vraiment supérieur en termes de pensée publique, hein, que ce que ces gens-là ont fait avec le pouvoir qui leur est donné dans la sphère publique. Ceci pour dire que, hein, donc, code d'éthique, administration, peut-être l'équivalent d'un tribunal qui peut porter ce nom-là ou non. Ça peut être l'administration elle-même qui gère le code et qui détermine, hein, quelles sanctions s'appliquent selon le cadre qui lui est donné par l'Assemblée constitutionnelle elle-même, mais il va être éminemment important de mettre en place cette structure-là, ou ces outils-là. L'autre élément qui est le dernier, mais qui vient faire un retour sur tout ce qui vient d'être dit. Bon, et peut-être avant d'en arriver à ça, il y a une autre question dont on a traité avant, qui était celle de l'école, hein, de l'école préparatoire pour ces gens-là. Hein. Là, évidemment, hein, il faut aussi que cette école-là soit éminemment indépendante. Hein. Je l'ai mentionné là-bas, puis je le rementionne ici, mais ça fait partie des institutions et ça fait partie des outils qui doivent être gérés de manière indépendante par l'Assemblée constitutionnelle ou par le système d'assemblée citoyenne si on étend cette idée-là à d'autres institutions au Québec. Mais, donc, il faut les inclure dans la gang, hein, sous le thème de l'indépendance. Et la dernière question, comme je vous disais, qui fait un retour sur tout ça, hein, c'est que l'Assemblée constitutionnelle va aussi devoir nommer des vérificateurs, hein, au moins un, mais probablement plusieurs avec des sous-mandats spécifiques, hein, qui vont avoir comme tâche de se pencher sur ces questions-là, hein, et de regarder ce qui se fait, d'investiguer dans les cas nécessaires, de faire des propositions à l'Assemblée constitutionnelle et aussi de faire part de leurs recommandations, de leurs propos à la société en général, hein, au système politique régulier, donc à tout le monde essentiellement, de rendre ça public pour dire, là, il y a une situation où il y a nécessité d'intervenir, hein, et qui vont servir de ce fait-là, hein, de garde-fou absolument important à l'indépendance de cette assemblée-là, mais aussi à son bon fonctionnement. Tu sais, ces gens-là vont pouvoir vous donner des idées en ayant un mandat de se pencher là-dessus. Ce n'est pas les seules personnes qui vont avoir la possibilité de se pencher sur les activités de l'Assemblée constitutionnelle. Soyez certains qu'il va y avoir une foule de politicologues, de juristes, de sociologues, puis de gens en communication, puis mettez-en, qui vont aussi avoir un œil très attentif sur les activités de l'Assemblée citoyenne et qui vont aussi, hein, avoir un ensemble de recommandations sans doute à vous faire. Mais dans le cadre formel de l'État, il est important d'avoir des gens que c'est ça leur fonction officielle. Hein. Encore une fois, les vérificateurs, ça existe déjà. Hein. On en a plusieurs dans la sphère publique. Et donc, il s'agit un peu de reprendre cette idée-là et de l'appliquer dans ce cas-ci aux institutions citoyennes elles-mêmes. Dans le but, toujours, hein, de contribuer d'une certaine manière à ce débat-là, puis de s'assurer que les choses vont dans le bon sens et que s'ils sont déjà en train d'aller dans le bon sens, hein, qu'il n'y a pas de dérive, qu'elles s'améliorent en cours de route. Ceci pour dire que bon, je vais peut-être... J'hésite un peu entre deux voies à suivre pour ma présentation. Je vais peut-être clore là-dessus, hein, mais il y a nécessité aussi de conclure sur cet ensemble de questions-là de détails, hein, puis peut-être refaire un retour là-dessus. Je vais peut-être me permettre de faire ça, si vous me permettez, là, dans une autre, peut-être plus courte présentation, hein. Pour revenir un peu sur les différents points, là, on a parlé ici de l'indépendance, on a parlé de la préparation, de la capacité, on a aussi parlé dans un premier temps de la sélection, hein, et donc, bon, je sais pas, peut-être que je vais faire ça ici direct, là. Non, je pense que, excusez-moi, je vais y penser. Je vais faire ça de manière rationnelle. Je vais m'arrêter ici sur la question de l'indépendance et dans une autre présentation, je vais me permettre, du moins si je le sens nécessaire, de revenir un peu sur tout ça
hein, puis de recogiter un peu l'essence, l'esprit de toutes ces idées-là de détail, et pour faire quelques réflexions par rapport à ça. Donc, pour la question de l'indépendance, encore une fois, ça se décline à différentes sources, de différentes manières. Hein. Ce qui est absolument essentiel, hein, c'est qu'on ait à l'esprit que l'indépendance de cette institution-là est absolument sacro-sainte, hein, et que tant les membres que les gens qui sont engagés par ou autour, et même les citoyens qui sont intéressés de leur communiquer des idées, hein, doivent être conscients de l'importance éminente de préserver cette indépendance-là et de ne pas la compromettre d'une manière ou d'une autre. Hein. Parce que compromettre l'indépendance d'une assemblée comme celle-là, c'est compromettre le système en fait qui est mis en place. Et donc, il faut rester vigilant, puis que tous les acteurs restent bien conscients du fait que l'importance éminente, finalement, hein, de cette institution-là dans notre société. Et d'où ce statut-là un peu particulier. Voilà. Donc, dans une prochaine présentation qui se voudrait plutôt courte, hein, je vais peut-être revenir sur l'ensemble de ces idées-là pour un peu conclure, hein, avant de passer au point 5. Dans le point 5, je ne sais même pas encore si je vais le faire ici dans la première vague de présentation, mais on va revenir un peu sur les idées qui ont été discutées ici, hein, celles sur l'indépendance, et puis voir comment certains des standards qui ont été discutés ici s'appliquent aussi aux institutions qui constituent le pouvoir citoyen dans la société civile, donc les institutions ou les groupes comme constitution essentiellement qui sont constitués par tirage au sort, hein, et voir comment il y aurait place là, à amélioration sur certaines choses dans ces instances-là, notamment pour le projet constituant. Hein. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle c'est important de le mentionner ici, c'est que tous les éléments mentionnés ici, c'est comme le standard élevé dans le cadre institutionnel. Il faut avoir quand même des très bons standards aussi, même si on est à l'extérieur de ce cadre-là. Et donc, ici, c'est la référence, mais il y a évidemment une analogie ou un parallélisme, hein, avec les autres institutions qui existent à l'extérieur du cadre étatique. Voilà. Donc, peut-être dans une prochaine présentation, je vous reviens sur un résumé de toutes ces questions-là de détail, et éventuellement on en vient à la question du groupe constitution lui-même, et puis d'autres questions qui vont suivre.